Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous sommes ravis de vous retrouver ce soir pour ce deuxième webinaire sur la chaîne CCD. Bienvenue à nos internautes de France, mais également de l'étranger. Ce soir, nous allons parler d'un sujet passionnant, le bilan d'infertilité et la recherche de facteurs aggravants. Pour ce faire, nous avons le plaisir et l'honneur d'avoir avec nous ce soir le professeur Catherine Rongière, gynécologue, médecin de la reproduction au CMCO de Strasbourg, et le professeur René Friedman, gynécologue, médecin de la reproduction à l'hôpital Foch de Suresnes. Durant toute la durée de cette émission, vous aurez la possibilité de poser vos questions directement via le chat. Nous y répondrons en fin d'émission. Je vous souhaite une excellente soirée et passe la parole au professeur René Friedman. Merci de cette invitation de pouvoir discuter sur ce thème du bilan d'infertilité. Et qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui, 40 ans après? En effet, ça fait 40 ans en France, dans le monde, que des bébés naissent après procréation médicalement assistée, insémination ou fécondation in vitro. Lorsque l'on regarde quelques chiffres, je ne vais pas vous abreuver de chiffres, mais c'est quand même 400 000 enfants qui sont nés en France depuis 1982. Et effectivement, qui d'entre nous n'a pas dans son entourage propre, soi-même, ou bien un peu plus lointain, une histoire autour de la fécondation in vitro et des enfants qui sont présents. Un taux d'accouchement qui est cumulé, qui est à 28% par ponction. Quand je dis cumulé, c'est parce que, vous le savez, on utilise des traitements qui donnent plusieurs ovocytes, plusieurs ovules, donc plusieurs embryons, qu'on ne remet pas tout de suite, mais des fois à quelques distances, des mois de distance, parfois des années, s'il y a eu une première grossesse. Et donc, quand on veut faire l'efficacité de la ponction, eh bien, c'est tous ces transferts qui vont être effectués autour de 28%. Voilà les résultats. On voudrait encore plus, on voudrait mieux, et on va vous expliquer pourquoi on traque les causes d'échecs ou, en tous les cas, d'insuccès. La France est caractérisée par une prise en charge très claire de tous les centres de fécondation in vitro. Il y en a une centaine, autant public que privé. Il y a un remboursement par la sécurité sociale jusqu'à l'âge de 43 ans. Et donc, c'est une particularité de notre pays qui en fait un fleuron pour la prise en charge du traitement de l'infertilité. On a vu des indications qui ont commencé par des raisons féminines, des trompes qui étaient bouchées, qui ne pouvaient plus fonctionner et qui empêchaient la rencontre entre le spermatozoïde et l'ovule. Puis on est passé progressivement aux indications masculines, puis on est passé progressivement à des indications d'ordre génétique, et on va le voir tout à l'heure dans la loi de bioéthique, que nous verrons ensemble, des indications sociétales qui ne sont plus en lien avec les causes premières, qui étaient les causes médicales de la stérilité. En tous les cas, je voudrais terminer pour insister sur un point particulier. Depuis 40 ans, l'âge des patients a augmenté. Le désir d'enfant est plus tardif. Il se fait plus difficile parce que une notion qui est capitale, c'est que la fécondité est liée à l'âge de la patiente. Il y a une disparité entre l'homme et la femme, incontestablement. Mais il est vrai que les performances de la fertilité baissent avec l'âge. Et c'est quand même une notion fondamentale qu'on aimerait bien qu'elle soit imprimée chez tout le monde, imprimée par peut-être un papier que pourrait envoyer la sécurité sociale. En tous les cas, c'est notre souhait, un papier d'information chez toutes les jeunes de 32-34 ans, pour qu'elles sachent pertinemment que la fertilité baisse avec l'âge, qu'il y a une horloge biologique et que c'est un des points fondamentaux de nos difficultés. On ne peut pas tout, on peut essayer de prendre en charge, mais il faut que tout le monde y participe. Voilà pour cette introduction, et je vais passer la parole à cette diapositive très compliquée. Comme vous le voyez, c'est une parole muette, parce que la difficulté en France, c'est que lorsqu'on se tourne vers l'agence de la biomédecine et qu'on demande des résultats de la fécondation in vitro, on a ce type de schéma.
Si vous y comprenez quelque chose, n'hésitez pas à écrire, à poser des questions ultérieurement, parce que franchement, c'est pas très clair. Je vais vous montrer une autre diapositive qui est ce qui se passe aux États-Unis. Si vous tapez les résultats de l'année précédente pour n'importe quel centre aux États-Unis, vous aurez une réponse claire de résultats par âge et qui peuvent être interprétés. Je reviens à la diapo précédente. Vous voyez simplement sur cette diapositive qu'il y a un top 10 et un top de queue. Il y a incontestablement, même si on ne comprend pas bien, vous voyez bien que les centres se répartissent entre des centres qui réussissent mieux que d'autres. Le problème, c'est qu'on n'en fait pas grand-chose. Et ce qu'on voudrait, c'est qu'on analyse pourquoi est-ce qu'il y a du retard ici ou là. Ça peut être parce qu'il n'y a pas de personnel, parce qu'il n'y a pas de formation, parce qu'il n'y a pas de matériel, parce qu'il faut voir justement pourquoi. Donc ce que nous voudrions, c'est 40 ans après le début de la fécondation in vitro, que nous ayons une analyse critique de chaque centre et de les aider à faire le meilleur pour eux-mêmes, comme la plupart des médecins et des biologistes qui sont là le font, je n'en doute pas, mais il y a quelque chose qui explique cette disparité qui n'est pas tout à fait acceptable. Voilà pour cette petite présentation, donc une augmentation de l'âge, une disparité et des raisons qui ont évolué entre les stérilités d'origine tubaire initiale et les stérilités ou les infertilités ou les demandes, tout simplement, d'une société qui bouge, qui évolue en 40 ans. Catherine Rongière, à vous pour la suite. Merci René. Merci à vous et merci pour cette invitation. Ça me permet de remettre en perspective le bilan d'infertilité pour essayer de remettre en lumière les choses qui sont très importantes et qu'il ne faut absolument pas rater. Donc, dans une première consultation, quand on reçoit un couple, il est important de savoir si ce couple a déjà des enfants ensemble ou non et depuis quand ils ont un désir d'enfant. Et puis, c'est une des consultations où on a 2 personnes en face de nous, un homme et une femme, en tout cas jusqu'à aujourd'hui. Et donc il faut quand même connaître chacun des deux, essayer de décliner leur histoire médicale, mais leur histoire aussi sociale et professionnelle, parce que ça peut avoir des influences quand même sur leur fertilité. Donc je ne vais pas vous redire tout ce qu'il y a écrit ici et nous y reviendrons sur les facteurs aggravants, mais c'est très important de connaître la patiente, puis le patient, et de pouvoir déjà avoir ces informations très importantes pour pouvoir étayer un petit peu notre diagnostic et les orienter vers la meilleure prise en charge. Alors je dirais que pour un bilan de base, pour une femme, le minimum, et ça c'est très important, c'est vraiment une notion fondamentale pour moi, c'est qu'il n'y a pas de petite demande de fertilité, il n'y a pas de petit traitement de stimulation, c'est que quel que soit le traitement qu'on va faire, il faut de toute façon avoir le minimum de renseignements au sujet de madame et au sujet de monsieur. Donc des dosages hormonaux au 3e jour du cycle, qui comprend un certain nombre d'éléments, la FSH, le stradiol, la LH, etc. Chose importante, essayez de toujours faire une FSH associée à un oestradiol, puisque l'interprétation, il faut les deux pour pouvoir les interpréter correctement. Et puis la MH, qui aujourd'hui est un marqueur très important pour la réserve ovarienne, qu'on n'est pas forcément obligé de faire immédiatement, tout de suite, mais qui quand même apporte pas mal de renseignements. Une prolactine à faire seulement si on a des cycles très irréguliers ou irréguliers. Et puis tout ce qui est autre, testostérone, 17OH, si on a des signes par exemple d'ovaires polykystiques, si on a vraiment des signes, faire de la testostéronémie à toutes les femmes infertiles n'a aucun intérêt en soi et reviendra pour la plupart d'entre elles tout à fait normal. L'imagerie peut être faite par différentes voies. Il y a l'échographie complète qui nous permet d'avoir une imagerie relativement étayée, une échographie 2D, une échographie 3D, une hystérosonographie, une hyphosie qui va permettre avec l'injection d'un gel de pouvoir avoir une image avec comme un produit de contraste, exactement un peu comme pour une hystérographie classique que vous connaissez, mais qui a l'avantage, en un seul examen, d'obtenir tous les renseignements, à la fois l'imagerie de l'utérus, la forme de la cavité, s'il existe des lésions intracavitaires, si les trompes sont perméables, et enfin, de pouvoir faire un compte folliculaire antral qui va nous permettre aussi, d'une autre façon, par un autre biais, d'avoir la réserve ovarienne.
Ou alors, si vraiment c'est compliqué, parce que pour l'instant, c'est pas encore très popularisé en France, de faire une hystérosalpingographie, comme vous connaissez, et puis une échographie endovaginale avec un compte folliculaire antral, et puis vérifier qu'il n'y ait pas d'autres anomalies, pas de fibrome, pas de kyste, etc., pas de signes d'endométriose aussi. Pour monsieur, le bilan de base, c'est le spermogramme, que vous connaissez tous. C'est un examen de première intention qui est absolument indispensable, à faire par contre dans de bonnes conditions, avec un délai d'abstinence suffisant, mais ni trop ni trop peu, en général entre 2 à 5 jours, dans un laboratoire spécialisé, c'est-à-dire un laboratoire qui a l'habitude de faire ce genre d'examen, et en absence de fièvre et de situation un peu qui peut compromettre les résultats. Il faut toujours refaire un contrôle 3 mois après, et ce contrôle va être l'occasion de faire ce qu'on appelle un test de migration-survie, qui, comme on le verra, sera celui qui va véritablement nous aider, nous indiquer pour une prise en charge adéquate pour le couple. Alors je vous ai mis là rapidement le volume de l'éjaculat, la numération, la mobilité, la morphologie. Ce sont les dernières normes que l'OMS a publiées en 2010 et qui vous permettent déjà d'avoir une réflexion, ou en tout cas de savoir un petit peu où vous allez, en sachant que en fonction des laboratoires, vous pouvez avoir des normes qui sont différentes d'un laboratoire à l'autre. Donc il faut bien savoir interpréter les résultats en connaissant bien les normes que le laboratoire a utilisées. Alors, je dirais qu'il faut faire attention aux interprétations. Il y a 2 situations qui sont les plus souvent rencontrées, où on reçoit, nous, spécialistes, des patients qui nous ont été adressés dans une sorte d'urgence, en particulier quand madame présente une AMH basse. Donc, il faut savoir que malgré une AMH basse, on peut avoir des grossesses tout à fait spontanément. Donc, ça n'est pas en soi une situation dramatique. On sait par contre que si la patiente a une AMH basse, il va y avoir une diminution de la réponse à la stimulation. Et donc, nous, on va pouvoir adapter éventuellement les réponses. On n'a pas la réponse, par contre, on ne sait pas s'il vaut mieux faire des inséminations ou des fécondations in vitro chez des patientes qui ont une AMH basse. Finalement, les inséminations fonctionnent relativement bien. Par contre, il est évident que si on a une patiente qui a une AMH basse et qui en plus a un âge avancé, il ne faut pas perdre de temps, mais surtout ne pas alarmer la patiente parce que ça ne changera rien et ça va beaucoup la stresser, stress qui a aussi son importance en infertilité. Si monsieur a une tératospermie, finalement, si on réfléchit bien, le seul intérêt de la tératospermie, c'est quand les spermatozoïdes présentent tous la même malformation. Là, ça peut être intéressant et ça peut être lié à un problème génétique. Pour le reste, finalement, il faut rassurer les patients, même si les formes typiques sont basses. La mobilité est bien plus importante que la tératospermie. Et c'est vraiment le TMS, c'est-à-dire quand on va sélectionner les meilleurs spermatozoïdes, qui va véritablement qualifier les capacités du sperme pour savoir si on peut passer en insémination, évidemment si madame a, je dirais, tous les feux au vert, ou si on doit passer en ICSI. Donc, pour l'infertilité et pour ces couples qui viennent vous consulter, je pense qu'il y a, je vais parler des 10 commandements parce que je trouve que c'est facile à retenir. Un bilan à faire de base, absolument, au moins après 1 an d'essai, mais c'est à moduler en fonction de l'âge de la patiente et évidemment de sa pathologie. Une patiente qui n'a pas de trompe, on n'a aucun intérêt à attendre 1 an. Évidemment, il faut reprendre l'hygiène de vie, voir un peu s'il ne faut pas qu'elle perde du poids ou éventuellement qu'elle en prenne. On a certaines patientes qui ont des maigreurs importantes, qui font beaucoup de sport, qui mangent peu. L'arrêt du tabac, bien évidemment. Le bilan de base avant toute prise en charge. Il faut éventuellement toujours savoir si le sperme de monsieur est compatible, quelle que soit la technique qu'on veut proposer au couple. 2 spermogrammes au moins à 3 mois d'intervalle, avec un TMS pour le 2e. L'indication de clomide, dont on se sert un peu trop souvent et un peu trop vite, ne concerne finalement que les patientes dysovulatoires ou les patientes qui ont vraiment un syndrome d'ovaire polykystique. Pour les patientes qui sont normo-ovulantes, le clomide n'a aucun intérêt, voire même peut être contre-productif. Toute stimulation doit être monitorée, même celle par un clomide. Il faut avoir une échographie au moins pour savoir comment la patiente réagit au traitement, ne pas persévérer quand cela ne fonctionne pas et éviter les pertes de temps.
ne pas persévérer dans des échecs, surtout si la patiente vieillit et la patiente forcément, invariablement, prend de l'âge. L'âge est de toute façon un facteur très important et fondamental pour la stratégie thérapeutique et va pouvoir orienter des patientes dans des mêmes conditions d'infertilité en fonction de l'âge vers des techniques qui seront différentes. Et ne pas tarder évidemment à adresser à une consultation spécialisée. René ? Oui, alors pour reprendre donc ce bilan que les médecins généralistes peuvent faire dans une première demande et qui a donc été détaillée, juste 2 points sur lesquels, Catherine, tu es intervenue. Effectivement, la lecture FSH et estradiol. Tu as tout à fait raison d'insister là-dessus parce que on peut avoir une FSH basse et un estradiol élevé, ce qui va donner la même chose qu'une FSH élevée et un estradiol bas. Donc c'est un piège. Souvent les femmes sont contentes, elles ont une FSH basse, mais si elles ont un estradiol élevé, ça devient péjoratif. La même chose pour les chiffres du TMS, c'est-à-dire de test de migration survie. Ils vont nous aider à savoir si on peut faire une insémination, comme tu l'as dit, ou bien si on va passer en fécondation in vitro, ou bien si on va passer à l'ICSI. Donc les chiffres de 5 millions, de 3 millions et de moins de 1 million sont à peu près acceptés par tout le monde. Après, il y a des variations. Donc ce sont des points extrêmement importants. Enfin, le troisième point que tu as dit, Catherine, et qui est très important, surtout pour tous les médecins, c'est ne pas donner de prescription d'induction de l'ovulation sans contrôle. Pourquoi ? Parce qu'on a des risques de grossesse multiples qui ensuite posent des gros problèmes et qu'il est donc nécessaire toujours de jamais j'ai envie de dire plutôt à l'inverse, de jamais prescrire des ordonnances pour 3 mois sans contrôle, comme on le voit encore trop souvent, mais plutôt de bien faire attention de la réaction de chaque patiente. Par rapport à ce qui a été dit, je voudrais insister sur des aspects qui sont moins fréquents, qui sont moins glorieux que cette analyse, je dirais, de la fonction ovarienne, de la fonction testiculaire ou de la cavité utérine, et qui prennent de plus en plus d'importance. Ce sont les facteurs de l'environnement sur lesquels il faut que l'on intervienne, et peut-être d'ailleurs la première ligne de médecin lors du premier contact avec ce couple peut déjà intervenir. En effet, une étude, et toutes les études concordent, il y a d'une part des problèmes sexuels, donc c'est difficile d'avoir une grossesse quand il n'y a pas de rapport sexuel. Il y a beaucoup de trop de cigarettes, et en particulier la partie cannabis n'est pas à éliminer aussi facilement. L'alcool également, et puis le stress dont Catherine parlait tout à l'heure, associé ou pas d'ailleurs au phénomène d'obésité. Et sur ces facteurs-là, qu'on a tendance un peu à ne pas considérer comme devant être pris en charge avec beaucoup d'intérêt, eh bien la réflexion aujourd'hui, elle est au contraire d'insister énormément sur ce point. Alors, je vais passer rapidement sur l'obésité, les impacts, si vous le souhaitez, dans les questions que vous poserez, nous pourrons vous donner ultérieurement les données de la littérature. Ici, on a voulu simplifier les diapositives, mais incontestablement, l'obésité va jouer sur la réserve ovarienne, va jouer sur la fréquence des ovaires polykystiques, va jouer sur du côté masculin également, en augmentant le taux de fragmentation et des anomalies au niveau du spermatozoïde. Tout ça, nous avons suffisamment de données pour le prouver et il faut intervenir parce que perdre du poids, ce n'est pas facile. Ça demande une prise en charge bien structurée. Parfois, ça peut aller jusqu'à la chirurgie. En tous les cas, c'est un point extrêmement important. Le tabac, c'est pareil. Trop souvent, on est trop conciliant et on laisse passer un peu quelques cigarettes, mais ce n'est pas bien. Parce qu'on sait aussi bien chez la femme que chez l'homme que nous avons donc des répercussions très importantes. Le tabac peut s'arrêter, mais il faut l'accompagner. Et là aussi, il faut mieux faire appel à des spécialistes qui vont trouver le remplacement de tout ce qui n'est pas nicotine. En effet, les patchs à la nicotine peuvent être utilisés, mais c'est surtout les autres toxiques qui sont extrêmement destructeurs de la formation des gamètes, aussi bien chez la femme que chez l'homme, et particulièrement, bien sûr, chez les gros fumeurs. Alors, le stress, voilà, difficile à déstresser, comme on le sait. En fait, c'est une ouverture à peut-être pratiquer selon la personnalité. Il y a quand même beaucoup de possibilités aujourd'hui, que ce soit, j'ai envie de dire, le yoga, l'acupuncture, la relaxation, quelle qu'elle soit. Pourquoi ne pas la faire ?
Voilà, s'il y a une demande et s'il y a un besoin, il ne faut pas éliminer, il faut au contraire l'associer à cette prise en charge un peu plus globale que nous souhaitons faire. Et bien sûr, il y a des rôles qui interviennent, on le sait de plus en plus, qui sont les perturbateurs endocriniens. C'est tout un chapitre, on pourrait faire, et peut-être on fera d'ailleurs un jour un CCD show sur cette thématique, parce qu'elle est très importante. Et il y a un certain nombre de perturbateurs qui sont interdits, d'autres qui circulent encore ici ou là, et donc ça demande une vigilance et un phénomène de santé publique, en fait, par rapport à ça. Donc, en conclusion, ces deux présentations de premier contact, c'est comprendre le style de vie, le métier, connaître le métier, l'histoire passée de chaque patient, le plus possible en tous les cas, et d'éviter donc des traitements agressifs et qui ne sont pas personnalisés, sans suivi. Ça, c'est vraiment le problème numéro 1. Et ensuite, de passer à des étapes différentes selon les premières réponses. Donc, une stimulation douce pour commencer, ça tombe un peu sous la logique. Enfin, donc, une compréhension, une écoute, car les patientes sont extrêmement sensibles au fait qu'elles ne soient pas un numéro, que ce ne soit pas, je dirais, une usine à traitement, ce qui est un risque vu les contraintes, le manque de personnel, de disponibilité. Donc, développer une approche des deux partenaires, ne pas oublier l'homme, une approche cocooning, voilà ce que l'on peut ouvrir en dehors de tout ce qui est la base, bien sûr, qu'il faut connaître, le fonctionnement ovarien, le fonctionnement spermatique, la cavité utérine, qui sont les 3 chapitres fondamentaux. Mais n'oubliez pas ce que l'on peut commencer à faire. Commencer par maigrir, arrêter le tabac, avoir des rapports sexuels, être déstressé, et voilà, et voir le ciel bleu et la fin du Covid. Maintenant, passons à la loi de bioéthique. Catherine, où est-ce qu'on en est ? Alors, on va un petit peu introduire les choses. On a décidé on ne peut pas parler de tout, il y a beaucoup de choses qui vont passer sur la loi de bioéthique, mais on tenait à parler des choses qui vont, des éléments qui vont probablement impacter vos consultations, et en particulier l'autoconservation ovocitaire et la prise en charge des femmes en couple et des femmes célibataires. Alors, on ne peut pas dire que ce sont des nouveautés, puisque ça fait 2 ans qu'on travaille autour de ça. À cause du Covid, il y a eu aussi beaucoup de retard. Ceci étant, je vous ai mis déjà des diapositives pour vous rappeler un peu la réflexion le temps de réflexion qu'a pris le CCNE pour essayer de comprendre et de motiver un peu ces questionnements, et ainsi que la commission de l'Assemblée nationale, qui me semble très importante. Et puis ensuite, on pourra avec René justement discuter de ce qu'il en est aujourd'hui et de ce qui risque d'arriver. Donc l'ouverture aux femmes en couple et aux femmes célibataires, c'était parce que la famille était en mutation et que beaucoup d'entre elles, déjà aujourd'hui, sont des femmes seules qui élèvent leurs enfants seules, mais que le choix d'être, par exemple, une famille monoparentale était probablement différente que de se retrouver seule après avoir décidé d'avoir fait un enfant en couple. Et puis, les femmes en couple ont le droit, elles aussi, à avoir des enfants, et c'est, comme le dit l'Assemblée nationale, finalement, un renforcement de l'autonomie des choix reproductifs et de la reconnaissance de toutes les familles. Ainsi, pour les femmes en couple et les femmes célibataires, le CCNE autoriserait l'ouverture de l'insémination à toutes les femmes, avec des dispositions d'accompagnement pour les femmes seules. Et l'Assemblée nationale, la commission de l'Assemblée nationale a également entériné cette décision pour ouvrir l'AMP aux couples de femmes et aux femmes seules. Mais le Sénat récemment a voté contre. Et donc ça va être rediscuté à l'Assemblée nationale. Ça devait être, je dirais, un enjeu de notre président Macron. Et c'est pas du tout sûr qu'on l'ait, mais enfin, malgré tout, je crois que vous aurez quand même l'occasion de voir ces femmes. Peut-être les avez-vous déjà en consultation, et il est probable que cette loi passe, j'espère, à l'automne prochain. Pour ce qui est de l'autoconservation ovocitaire, l'idée était donc de préserver les ovocytes de ces femmes qui font leurs enfants, comme vous l'a dit René Friedman, de plus en plus tard. Pas du tout d'ailleurs uniquement parce qu'elles ont décidé de faire carrière,
Mais d'abord, il faut qu'elles trouvent l'homme de leur vie avec qui elles vont faire cet enfant, et il faut que celui-ci soit prêt à faire cet enfant à leur heure biologique à elles, ce qui n'est pas toujours le cas. Hommes et femmes sont très différents à ce sujet. Donc la possibilité d'autoconserver ces ovocytes, c'était dans l'éventualité que la vie ne leur offre pas la possibilité de faire leurs enfants en temps et en heure, et qu'elles puissent donc, à un âge raisonnable, pouvoir mettre des ovocytes de côté pour qu'elles puissent les utiliser ultérieurement. Ça a été accepté par le CCNE avec peut-être des restrictions d'âge qu'il faudra discuter, parce que je pense que c'est plutôt aux médecins de pouvoir décider de ce type de restrictions. Et puis l'Assemblée nationale a également autorisé l'autoconservation ovocytaire et même souhaité le permettre et l'ouvrir aussi bien aux centres privés qu'aux centres publics. Alors qu'est-ce qui nous attend? Certaines choses ont été entendues, mais pas toutes, celle-ci en particulier, même si pour l'instant le Sénat est un petit peu revenu en arrière. On a eu 2 ans de retard malgré tout, ça fait 10 ans que la dernière loi de bioéthique a été votée, en 2011. Et donc il y a la promulgation de la loi, puis ensuite il y a les décrets qui peuvent mettre un peu de temps. Alors peut-être un petit mot, René, sur ce qu'on n'a pas eu. Oui, alors effectivement, il y a eu un va-et-vient entre les 2 assemblées, entre l'Assemblée nationale et puis le Sénat, 2 fois. Ça va se terminer, la commission mixte n'a pas réussi à trancher. Et donc ça va être l'Assemblée nationale, normalement d'ici les mois qui viennent, qui va finir par donner la règle de la loi. 2 points sur lesquels on peut insister. Un point qui risque de passer, mais qui n'est pas encore tout à fait tranché, c'est la levée de l'anonymat dans le cadre du don. C'est-à-dire qu'il y aura, alors il y a plusieurs degrés, c'est peut-être un peu long là de rentrer dans le sujet, mais il y a une volonté en tous les cas à ce que l'enfant à 18 ans puisse avoir en tous les cas des éléments de son origine, parfois un peu plus, le débat n'est pas tranché et donc ça renvoie au donneur. Accepte-t-il de donner des informations sur son existence, voire accepte-t-il 18 ans ou 20 ans plus tard, si l'enfant le demande, bien entendu, de répondre à sa demande. Donc il y a tout le problème de la filiation et de la reconnaissance et du don, car vous savez qu'aujourd'hui beaucoup de dons se font à l'étranger et pas assez en France, donc c'est un problème de qui peut être donneuse, comment on l'organise et quelle est la filiation. Ça va être un des points, à mon avis, très importants. Tu posais la question, Catherine, de ce qui n'est pas dans la loi du tout, et c'est quelque chose qui nous importe beaucoup, ce sont les possibilités d'analyse de l'embryon avant de le remettre. Pourquoi est-ce qu'on dit ça? C'est pas pour les sélectionner, pour faire le plus beau, le plus moche, le plus comme ci, le plus comme ça. C'est simplement pour donner une chance véritable. En effet, on sait pertinemment que 60% des embryons ne vont jamais se développer. Et si la femme a autour de 40 ans et un peu plus, on atteint 80%. Donc 60% des gestes que l'on va faire et des espoirs que vont avoir ces femmes et ces couples, en fait, ne vont pas aboutir. Or, on pourrait le savoir en analysant un peu mieux les embryons, soit par des méthodes invasives, comme on le fait pour le diagnostic préimplantatoire, soit actuellement sur des recherches que l'on fait autour du milieu dans lequel baigne l'embryon. En un mot, la reconnaissance, soit par l'image, parce qu'on a aussi des possibilités de filmer les embryons, soit par certains dosages, soit par analyse à l'intérieur, ça va devenir capital dans les années qui viennent de pouvoir savoir est-ce qu'il y a une vitalité embryonnaire. J'emploie exprès le mot vitalité car il ne s'agit pas de distinguer telle ou telle spécificité, couleur des yeux, etc., etc. Et au sexe même, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est peut-il se développer, ou va-t-il faire une fausse couche, et va-t-il faire un échec. Donc ce point-là, nous sommes tous, vraiment tous les artisans, les médecins, les biologistes sont d'accord pour pouvoir le proposer à certaines populations, pas à tout le monde, mais à certaines populations. Malheureusement, ce point a été écarté pour l'instant. Espérons que ce n'est pas terminé. On peut toujours avoir de l'espoir. En tous les cas, il faudra y revenir après, car la plupart des pays européens, aujourd'hui, l'utilisent. C'est bien dommage que la France, mais on l'a vu sur d'autres terrains, je ne parle pas des vaccins, on peut être assez en retard. Voilà. Donc il y a encore beaucoup de choses. Je ne parle pas non plus de l'insémination post-mortem. Voilà. Il y a beaucoup de sujets, de petits sujets, ce qui fait que
une de nos grandes revendications, je crois communes, c'eût été qu'il y ait un plan de périnatalité qui réunisse vraiment les acteurs et qu'on puisse prendre de A à Z, du plan psychologique au résultat proprement dit, les meilleures conditions d'accompagnement, aussi bien sur le plan financier que sur le plan psychologique, que sur le plan médical, pour répondre à ces différentes questions. Voilà, c'est un champ énorme que nous avons entrepris depuis des années et qui malheureusement, tu l'as bien dit, n'aboutit pas, même s'il y a des points positifs. Alors, je reviens sur ce que tu dis, sur l'accès aux origines, parce que je pense que la levée de l'anonymat, ça fait toujours un peu peur, mais en fait, la vraie question, c'était l'accès aux origines, pour que ces enfants issus de dons puissent savoir d'où ils viennent. C'est très important, je pense que là, ça devrait pouvoir passer, et après, il y a toute la question de la filiation, qui est encore un autre problème, pour lequel probablement le médecin de ville ou le gynécologue de ville sera peu confronté. Pour le diagnostic préimplantatoire, vous aurez peut-être des questions avec recherche d'aneuploïdie, vous aurez peut-être des questions de patientes qui veulent finalement savoir si répéter des traitements pour transférer des embryons qui ne s'implanteront jamais, c'est ça la vraie question en fait. Et c'est ça qu'on essaye de défendre, que toute la profession essaye de défendre. Et ça n'est pas de l'eugénisme, mais je pense qu'il faut vraiment revoir, essayer de véritablement comprendre et peut-être soutenir, que ce soit les médecins de ville, que ce soit les patients, par rapport à cette question qui nous tient vraiment à cœur et pour laquelle on pourrait gagner beaucoup. La charge de travail supplémentaire, elle sera de toute façon importante avec des femmes seules et des femmes en couple qui vont venir, les autoconservations aussi. Et je pense que le médecin de ville et le gynécologue de ville va être très important. Il va être la première personne vers qui ces femmes vont se tourner. Et donc je pense qu'on aura besoin de vous pour soutenir ces patientes, pour les adresser, pour les conseiller de façon à ce qu'elles puissent perdre le moins de temps possible. Merci professeure Catherine Rongière, merci professeur René Friedman. Avant de répondre à vos nombreuses questions reçues ce soir et afin de nous laisser le temps de les traiter, je vais maintenant donner la parole à Isabelle Biraud, responsable des dispositifs médicaux et qui va nous parler de la position du laboratoire CCD, expert dans cet univers. Bonsoir. En effet, Fabienne, le laboratoire CCD est un acteur majeur en gynécologie avec sa gamme de dispositifs médicaux, conçus et fabriqués en France. Dans ce contexte, je voulais quand même vous spécifier qu'avec plus de 3 millions de dispositifs médicaux délivrés chaque année dans le monde, c'est une moyenne de plus de 5 dispositifs médicaux CCD utilisés chaque minute. CCD est présent en AMP au niveau de la ponction avec les aiguilles et les sets de ponction. Nous avons une large gamme. Nous sommes aussi présents avec nos sondes d'insémination et bien entendu dans le geste, le dernier, le plus important, le transfert. Là aussi, une gamme de cathéters de transfert où nous faisons tout pour que cela réponde aux attentes et aux besoins du tandem clinicien-biologiste. CCD est aussi présent dans l'examen de l'appareil génital. Alors je vais bien entendu vous citer notre célébrissime Pipelle, mais nous avons aussi notre gamme pour les frottis, duo-broche, endo-broche, et bien entendu la gamme de cupules Register pour vérifier la perméabilité des trompes. En résumé, CCD est depuis 57 ans et depuis 57 ans présent en France comme à l'international. Notre objectif, notre façon d'avancer est et sera toujours à l'avenir tournée vers l'innovation et l'exigence à l'initiative de notre président, M. Patrick Choé. Merci. Nous allons maintenant répondre à vos questions et retrouver Valérie en régie. Bonsoir à tous. Et effectivement, ce soir, beaucoup de questions. Et on va commencer par des questions notamment sur le bilan. En ce qui concerne le bilan, question par rapport à l'homocystéinémie. Est-ce qu'elle est recommandée dans un bilan d'infertilité ? Non. Je dirais que
de première intention, non, on n'a pas de raison de doser l'homocystéinémie. Très bien. Une autre question qui concerne la vitamine D. Est-ce qu'elle fait partie pour vous du bilan ou pas spécifiquement ? Alors, elle ne fait pas partie du bilan de base, mais je dirais que c'est important parce qu'on est dans un pays où malheureusement il ne fait pas très beau. On n'a pas beaucoup de soleil, et moi en particulier en Alsace, c'est même peut-être pire que dans le reste de la France. Et donc en général, toutes nos femmes ont une insuffisance de vitamine D et il faut vraiment leur en donner régulièrement pendant l'hiver. Et il y a quand même des améliorations, il y a quand même des choses qui sortent en ce moment sur le rôle de la vitamine D dans la fertilité et au niveau même de la réserve ovarienne. Donc ça ne mange pas de pain, ça fait du bien à la patiente, ça fait du bien à ses os, ça lui permet... donc le faire, oui, voilà. D'accord. Très bien. Autre question, en ce qui concerne le spermogramme. Faut-il faire obligatoirement un deuxième spermogramme, même si le premier est parfait ? Alors, c'est une bonne question. A priori, en fait... D'abord, pour vous expliquer, un premier spermogramme ne contient pas de test de migration-survie parce qu'un test de migration-survie n'est remboursé par la sécurité sociale que s'il y a eu au préalable un premier spermogramme de base. Donc ça, c'est déjà important. Donc vous ne le faites pas d'emblée. Vous le faites une deuxième fois pour vérifier qu'il n'y ait pas d'anomalie. Alors il peut y avoir des fluctuations, hein. Le sperme n'est pas toujours identique d'une fois à l'autre. Donc ça permet de regarder s'il y a des fluctuations et de quel type il y a des fluctuations. Et puis ça permet d'avoir un test de migration. Et parfois, on peut quand même avoir des grandes surprises. On peut avoir l'impression d'avoir un spermogramme normal, peut-être avec une petite diminution de la mobilité, et au final, on est très surpris par le résultat du test de migration-survie, qui finalement, alors qu'on pensait qu'on allait pouvoir, par exemple, proposer sans problème des inséminations à ce couple, eh ben on va être amené à passer en ICSI. Donc c'est vraiment important d'avoir ces deux tests à distance. Quand vous avez un spermogramme qui n'est pas normal, bien évidemment, ça permet aussi de voir la fluctuation, de voir s'il s'améliore éventuellement. Mais c'est important aussi, ce test de migration-survie, d'ailleurs il est demandé par nos biologistes, hein, il n'y a pas de prise en charge en AMP si on n'a pas de biologiste, si on n'a pas de TMS, sinon les biologistes ne savent pas trop où s'orienter. Très bien. Autre question, place de l'hystéroscopie diagnostique dans le bilan, si pas d'hystérosonographie ou hyphosie. Alors, je pense... on peut faire ça, on peut faire une hystéroscopie diagnostique, bien évidemment, surtout si on est parti vers une prise en charge en fécondation in vitro. C'est très important quand même d'avoir une idée au moins de l'absence d'hydrosalpinx. Donc une échographie peut nous dire il n'y a pas d'hydrosalpinx ou il y a un hydrosalpinx. Je pense que le fait de ne pas avoir d'hydrosalpinx, c'est important. Si on part en fécondisation in vitro, c'est quand même important d'avoir la cavité et ça peut suffire. Donc on peut essayer avec l'échographie, avec l'hystéroscopie, d'avoir un ensemble de données. On n'aura pas véritablement d'idée sur la qualité des trompes, mais la qualité des trompes est un vaste sujet dont on pourra aussi discuter. Faut-il opérer, faut-il pas opérer? Quel type de pathologies vont nécessiter une prise en charge en FIV ou pas en FIV? Donc ça, c'est plus complexe. Mais je dirais que si déjà vous avez une bonne échographie sans présence d'hydrosalpinx et une bonne hystéroscopie diagnostique, déjà vous avez de bons éléments. Alors, autre question. En cas de discordance entre CFA et AMH, que prendre en considération? Alors, ça, c'est une très bonne question. Alors, ça dépend d'abord quand est-ce qu'on a fait le CFA, quand est-ce qu'on a fait l'AMH, qui a fait le CFA, avec quel matériel, dans quelles conditions, parce que le problème du CFA, c'est que ça dépend ce que vous voulez mesurer, ça dépend quel appareil vous allez utiliser, et donc ça peut être très discordant même d'un opérateur à un autre. Donc, il peut y avoir des discordances qui sont liées déjà à la technique ou à l'opérateur. Si la patiente était sous traitement, vous avez certaines patientes, je ne sais pas moi, qui sont sous agonistes de la GnRH parce qu'elles ont une endométriose et qu'on a voulu calmer leur douleur, vous allez avoir aussi une discordance avec une AMH qui va avoir plutôt tendance à baisser sous agonistes de la GnRH. Donc il faut bien avoir une bonne idée. Ceci étant, c'est souvent... Je dirais que c'est souvent à la stimulation que vous allez vous rendre compte. Si vous stimulez une patiente qui a, je dirais, une discordance entre AMH et CFA,
eh bien, vous allez plus souvent vous rapprocher de l'AMH chez ces patientes-là, c'est-à-dire vous aurez une meilleure réponse, peut-être pas une réponse aussi optimale que souhaité, mais une meilleure réponse si l'AMH était meilleure que le CFA, et à l'inverse, vous aurez peut-être une moins bonne réponse, peut-être pas aussi mauvaise, mais moins bonne si l'AMH était basse. Très bien. En fait, sur ce point-là, on peut dire qu'on va tenir compte des deux, que de toute façon, on va réaliser une stimulation, et que le pronostic est peut-être lié à l'AMH, mais le résultat des courses en termes de réponse ovarienne, et donc qui va ajuster à nous, ça va nous servir à ajuster le nombre d'unités que l'on va prescrire, va être la clé de l'essai. Et effectivement, on peut donner un pronostic avec un point d'interrogation, mais on va quand même essayer, à part si on est vraiment dans les très mauvais résultats de ces deux. Et puis il y a l'âge aussi qui intervient, parce que beaucoup de choses sont rattrapables quand la femme est jeune, beaucoup de choses le sont beaucoup moins lorsqu'elle approche et dépasse les 40 ans. Oui, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'en fait, l'AMH, c'est vraiment un marqueur de la réserve et de la quantité des follicules, mais pas vraiment de la qualité. Enfin, il y a beaucoup d'études qui sortent au-dessus, qui aimeraient trouver une relation qualité, etc. Mais ça, on n'a pas de relation entre les taux de grossesse. Dès qu'on a un embryon, dès qu'on obtient un embryon, l'AMH finalement n'est pas prédictif de la réussite. Donc il faut vraiment être attentif à ce qu'on veut savoir et à ce qu'on veut faire. Vous pouvez avoir peu d'ovocytes, peu d'embryons, mais finalement des très bons résultats de grossesse en FIV chez une femme jeune. Par contre, chez une femme plus âgée, vous allez avoir l'accumulation de la quantité, avec la réserve ovarienne qui va être faible, et de la qualité du fait de son âge. Donc il faut vraiment toujours réfléchir aussi en perspective avec l'âge de la patiente. Très bien. Autre question, quelle est la place du côté de la prise en charge psychologique, en fait, dans le bilan initial et post-traitement en cas d'échec? Il est capital. Alors, on avait discuté au début de la fécondation in vitro, est-ce qu'on imposait un parcours chez un psychologue, comme cela se fait par exemple dans le cadre du don, ce qui était une autre démarche. En fait, je crois que la règle, c'est plutôt de le proposer systématiquement et de laisser le couple décider en fonction de son état d'esprit, soit le couple, les deux personnes, soit une des personnes du couple, effectivement à faire appel. En tous les cas, c'est important qu'ils sachent que ça existe et qu'il y a une disponibilité de prise en charge à un moment donné. C'est très variable. Si c'est la première tentative, c'est moins important, sauf s'il y a des antécédents. Quand ça devient la troisième tentative, souvent, on a besoin d'en parler. Donc, le proposer, jamais l'imposer, sinon ça ne sert à rien. Et en tous les cas, avoir une réponse possible s'il y a une demande. Et puis il y a aussi, il y a d'autres alternatives. Tout le monde n'est pas prêt à aller voir un psychologue ou à faire un travail psychologique. Donc il faut pouvoir trouver d'autres solutions. Il y a de l'hypnose, il y a de l'acupuncture, il y a des choses sur lesquelles les patients finalement vont s'orienter plus facilement. Il faut les soutenir là-dedans parce que ça leur permet quand même d'avoir un lieu où ils vont pouvoir se poser, et en particulier les femmes. Les hommes en parlent moins, ça ne veut pas dire qu'ils en ont moins besoin, mais ils sont moins demandeurs officiellement, on va dire. Et c'est vraiment important qu'ils puissent trouver l'endroit ou le lieu où ils vont se sentir un peu, ils vont prendre soin d'eux, ils vont se sentir un peu soutenus. Parce que les échecs répétés, c'est très difficile à vivre. C'est pour ça qu'on parlait du cocooning. Ça rentre effectivement l'hypnose, enfin toutes ces approches, elles sont ouvertes, elles ne sont pas du tout en antagonisme avec notre prise en charge médicale. Elles sont au contraire, elles sont complémentaires si ça correspond à la personne, si c'est une demande et si elle est avec quelqu'un qui l'aide effectivement. Donc soyons ouverts à toutes ces prises en charge. Très bien. Alors maintenant, une autre question sur les perturbateurs endocriniens. C'est vrai qu'on en parle beaucoup. Quelles sont les situations les plus fréquentes d'exposition à ces perturbateurs endocriniens et quel type de produits faut-il éviter ? En fait, c'est un problème, vous savez, ce sont surtout les histoires de bisphénol qui sont venues dans la population en général, pas uniquement pour la stérilité. Mais on s'aperçoit qu'effectivement, il y a
besoin en tous les cas de retourner le plus possible à une vie au point de vue alimentation, au point de vue sportif, au point de vue, je dirais, tout ce qui est technique, d'éviter tous ces produits qui peuvent être... Alors le problème c'est qu'on ne sait pas dans tout ce qu'on prend, dans toutes les tables sur lesquelles nous sommes installés, tout ce qu'il y a comme ce type de produit. Mais c'est plutôt un appel à la santé publique et à définir, puisqu'il y a des interdictions de perturbateurs endocriniens, à ce niveau-là, qu'une démarche individuelle. Je dirais que c'est ouvert à des gens qui s'intéressent, surtout à une période où l'écologie est de mise, et ce retour à cette nature qui vient un peu compenser notre haute technicité. Voilà, il faut trouver une espèce d'échange. Très bien. Alors après, nous avons des questions par rapport au protocole. Et donc, quelle est votre expérience dans les protocoles mixtes ? Alors, je ne sais pas ce que les personnes appellent un protocole mixte. Donc, est-ce que ça veut dire qu'on utilise des urinaires et des recombinantes ensemble, les deux en même temps, ou les deux l'un après l'autre ? Il n'y a pas de précision dans la question. Donc pour moi, le protocole mixte, ce serait effectivement d'utiliser à la fois des FSH recombinantes et des FSH urinaires. Ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant justement chez des patientes, alors peut-être pas de première intention, mais en fonction d'une réponse inadéquate. On avait un bilan qui était ce qu'il était. On a décider d'une prise en charge et d'une stimulation en fonction de ce bilan. Et puis, finalement, la patiente ne répond pas du tout comme on le souhaite. Donc, on va se poser la question de savoir ce qu'on va faire la fois d'après. Et bien, la fois d'après, on peut augmenter les doses, on peut changer complètement de produit, ou on peut éventuellement mélanger urinaire et recombinant pour essayer d'avoir, je dirais, des isoformes de FSH les plus diverses possibles pour peut-être trouver celle qui va être la plus efficace chez cette patiente. Mais il n'y a pas encore d'études très très claires et très poussées là-dessus. Je pense qu'il y a encore beaucoup de recherches à faire à ce sujet. Et surtout pour savoir qui ça concerne, quand, à partir de quand, voilà. Voilà, il y a sûrement des sensibilités particulières des femmes aux produits qui sont donnés, mais d'un autre côté, il faut savoir que c'est le même produit qu'on utilise depuis 70 ans. Même s'il a 15 formes de commercialisation, en fait, c'est toujours de la FSH. Parfois, on rajoute de l'ALH, ça peut se discuter, il y a des femmes qui peuvent en avoir besoin. La difficulté, c'est de savoir, avant de commencer, si la patiente, elle est plutôt sensible à telle forme ou à telle association. Et c'est un peu pour ça que souvent, effectivement, en deuxième intention, on donne des mélanges pour essayer de taper un peu plus large, je dirais, sur la réponse ovarienne que l'on vise. Très bien. Autre question, que pensez-vous du double déclenchement ? Alors, le double déclenchement, moi j'en fais pas mal chez moi, mais c'est vraiment très ciblé. C'est-à-dire qu'on a une patiente qu'on a stimulée, on a ponctionné les ovocytes, on a un nombre d'ovocytes récupérés qui est quasi équivalent au nombre d'ovocytes attendus, mais par contre, la maturité de ces ovocytes n'est pas du tout adéquate. Et donc, alors dans la littérature, c'est au-delà de 25%, on considère que le nombre d'ovocytes immatures n'est pas, entre guillemets, acceptable, et à ce moment-là, on peut proposer pour la fois suivante un double déclenchement, c'est-à-dire qu'on va déclencher avec un agoniste de la GnRH et avec une HCG classique. Pourquoi ? Parce que l'agoniste de la GnRH va déclencher. Alors, il faut que ce soit forcément sous un protocole antagoniste, sinon c'est pas possible. Mais cette injection d'agoniste de la GnRH va déclencher à la fois un pic de LH endogène et un pic de FSH endogène. Et on pense que ce double pic, et en particulier le pic de FSH qu'on n'a pas quand on déclenche avec de l'HCG, a un rôle sur la maturité ovocytaire. Il y a pas mal de publications là-dessus. On est en train de voir si on peut pas aller un petit peu plus loin dans ce travail. Je n'ai pas de réponse absolue, mais ça peut être intéressant chez des patientes pour qui le nombre d'ovocytes immatures était trop important par rapport à ce qu'on attendait. Très bien. Autre question maintenant sur les progestatifs, lutéran ou luténil, risque ou pas dans l'infertilité ? Plutôt le naturel. Dans l'infertilité, je ne comprends pas trop la question. Est-ce que ça veut dire qu'il faut... Nous, on l'utilise
pas au cours des cycles. À aucun moment on utilise du luténil ou du lutéran. Après, aujourd'hui, la discussion est de savoir si les progestatifs utilisés, surtout au long cours, dans le cadre d'endométriose par exemple, peuvent avoir des effets néfastes sur les patientes, et donc, et en particulier avec l'apparition de tumeurs cérébrales. Donc, on peut l'utiliser ponctuellement pour programmer, pour cadrer quelque chose, mais c'est pas la molécule qu'on utilise en AMP. C'est plutôt des choses qu'on va faire en intermédiaire chez des patientes pour lesquelles on veut surtout pas, les mettre dans une situation complexe parce qu'elles ont des douleurs, une endométriose qui pourrait se développer entre deux FIV, par exemple. Catherine, peut-être que la question, elle est plutôt de la phase lutéale. Qu'est-ce que vous employez sur la phase lutéale? Alors, on n'emploie pas du tout de lutéran et de luténil, je pense que vous non plus. Non. On utilise de la progestérone, on peut utiliser le Dufaston. Là, en ce moment, c'est un peu à la mode puisque ça permet d'avoir une progestérone qui est absorbable par la bouche, dont, je dirais, la concentration sanguine serait peut-être un peu plus stable que l'absorption vaginale. On peut avoir des injections de progestérone aussi. Donc, pour l'instant, on travaille plutôt autour de la progestérone naturelle, soit injectable, soit par voie vaginale, et éventuellement du Dufaston, qui est une progestérone qui ne coûte pas très cher et qui donc peut être utilisée, mais qui malheureusement ne se dose pas. Donc on ne peut voir que les résultats, mais on ne peut pas savoir si ça améliore les taux de progestérone, par exemple. Très bien, merci pour cette réponse. Alors, une question. Vous n'avez pas parlé de l'impact des anticorps anti-spermatozoïdes chez l'homme en cas d'infection du sperme. Mais, enfin, en fait, on n'a pas parlé de plein de choses. On a fait un bilan préalable. Mais les internautes sont gourmands, ils veulent plein d'infos. Ça reste une question, mais j'entends que la présentation était faite là sur le premier bilan qu'on pouvait faire. C'est pas une demande de premier bilan, je veux dire, qui est faite. Ça demande en cas d'échec ou en cas d'autres anomalies constatées sur le spermogramme qu'on peut revenir sur cet examen. Très bien. Alors, en ce qui concerne le don par paillettes de sperme du Danemark, par exemple, seront-ils, d'après vous, autorisés prochainement? Ça m'étonnerait. Ouais, ça m'étonnerait pour la bonne et simple raison qu'un des points que Catherine a relevé tout à l'heure, c'est que l'accès aux origines va rester un problème numéro un du recours au don de sperme. Et que donc ce qui se passe au Danemark, par définition, il y a beaucoup de facteurs de connaissance qui manquent d'où ça vient exactement. Donc, et puis ensuite, c'est une commercialisation, puisque ça s'achète, et que pour l'instant, en tous les cas, je ne vois pas la France changer de registre, de la gratuité et de la connaissance, en tous les cas, exacte d'où viennent les produits biologiques. Je dirais importer des gamètes ou exporter des gamètes, pour l'instant en France, si c'est pour le couple lui-même, ça peut se discuter, mais dans le cadre du don, ça n'est absolument pas possible, et pour l'instant, je ne vois pas cette ouverture-là ou cette possibilité-là. Je sais qu'en Belgique, par exemple, ils ont des problèmes de donneurs aussi, comme nous, et donc eux, très simplement et très facilement, ils importent du sperme du Danemark ou des ovocytes d'Espagne. Mais pour l'instant, la France, la loi de bioéthique n'est pas du tout là-dessus. Et ces voyages, là, ce tourisme de gamètes de différents pays, je pense que ce n'est pas du tout d'actualité dans la loi de bioéthique. Très bien. Une question sur l'infertilité du couple, donc de l'homme ou de la femme, dans quelle proportion actuellement? De la population générale? Non, des couples qui viennent nous voir. Couple qui vient nous voir, c'est quand même essentiellement la femme qui a véritable. Le problème, c'est que la stérilité masculine ou l'infertilité masculine, on sait quand même on sait pas mal y répondre par les techniques d'ICSI, l'IMSI, actuellement même quand il y en a très très peu dans des cultures un peu spécialisées. Donc on a une réponse à la stérilité masculine, alors qu'on a une réponse beaucoup plus difficile pour la stérilité féminine, justement quand les réserves ovariennes, d'une façon ou d'une autre, sont très mauvaises. On ne sait pas très bien, par les traitements, les compenser.
Mais donc ce qui nous préoccupe, j'ai envie de dire, plus, c'est la stérilité féminine parce qu'on n'a pas énormément de moyens de réponse. Bon, on peut dire quand même que c'est à peu près 50-50, quoi. C'est à peu près 50-50. Ça dépend comment... Enfin, bon, laissons comme ça. Ou 40-60. Non, mais ça fera la paix dans les ménages. C'est important. C'est important, bien sûr, c'est primordial, je dirais même. Je vais vous poser donc la dernière question pour ce webinaire. Les Danois utilisent du cyclogeste et du lutinus. Y a-t-il un intérêt? Alors, je n'en sais absolument rien. Pas de réponse. Aucune réponse, non. On n'a pas utilisé, alors. D'accord. Très bien. En tout cas, c'est vrai que nous avons eu énormément de questions ce soir. L'émission, la session va se terminer. Sachez que les réponses à toutes vos questions seront publiées sur le site Laboratoire CCD très prochainement. Merci Valérie, merci à tous nos intervenants, merci à vous tous derrière vos écrans. Vous aurez la possibilité de retrouver l'intégralité de ce webinaire en replay dès vendredi via le lien de connexion. Je vous souhaite une excellente soirée et vous dis à très bientôt sur la chaîne CCD.